tout le monde connaît Joachim parce que il nous avait déjà fait un exposé fort intéressant avant les élections en Allemagne. Donc, vous savez que Joachim étant ancien ambassadeur et ancien conseiller du conseiller Helmut Kohl, qu'il a été chef d'entreprise pendant plusieurs années et une entreprise plutôt intéressante parce que Veolia, on va forcément en parler tout à l'heure avec la transition énergétique. Et puis, il est membre du conseil d'administration de nos amis de l'Institut Jacques Delors. Alors, Joachim va bien sûr parler des conséquences de la crise ukrainienne vue d'Allemagne, puisque en fait, tu es toujours à Berlin ou tu es revenu? Oui, je suis toujours à Berlin, chez moi. Voilà, donc il est au cœur de l'action. Donc, bien sûr on va parler de dépendance énergétique, on va parler de la dépendance du secteur industriel allemand de la Russie et de l'Ukraine. Il nous expliquera ça. On va parler aussi des conséquences éventuelles ou quasi certaines de la crise ukrainienne sur la coalition allemande telle qu'il nous l'a bien expliqué au mois de septembre dernier. On va parler aussi de l'opinion allemande, parce que l'opinion allemande, elle a beaucoup de choses à dire, à la fois sur les conséquences économiques des sanctions pour l'Allemagne, et puis c'est une grande révolution que l'annonce de cette augmentation massive des dépenses militaires en Allemagne. Il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes tous en train d'assister à un événement exceptionnel et extraordinaire. Voilà. Et aussi, on peut se poser des questions de savoir quelle est l'influence de nos dirigeants, Scholz et Macron, sur Vladimir Poutine. Et puis, on va essayer d'imaginer comment l'Allemagne voit la sortie de crise et est-ce qu'elle pense que les sanctions économiques et financières seront suffisantes pour faire pression sur Poutine. Voilà, il y a plein d'autres questions, mais je pense que j'en ai déjà j'ai déjà soulevé un certain nombre de problèmes. Donc, la parole est à toi, Joachim. Merci beaucoup, chers amis. Je vais essayer d'être bref, de faire ça un petit peu chapitre par chapitre pour que vous puissiez poser des questions sur le fond. Évidemment, on se trouve côté allemand et j'habite exactement en face de l'ambassade de l'Ukraine, qui est illuminée chaque soir de manière jaune et bleue, et on voit beaucoup de monde chaque jour devant la porte qui attendent l'ouverture du consulat. Pour ça, on est au cœur, parce que nous habitons au centre de Berlin. Et évidemment, la guerre en Ukraine et pour l'Allemagne signifie pour l'Allemagne une mutation profonde. On peut aussi dire la fin des illusions face à la Russie. Et ça concerne non seulement la politique énergétique, ça concerne la politique étrangère et ça concerne surtout la politique de sécurité. D'où, devant nous, mais je pense pas seulement en Allemagne, c'est valable pour toute l'Europe, un changement de fond de notre politique dans un sens très large. Et nos chefs d'État et de gouvernement ont essayé de donner une certaine direction la semaine dernière à Versailles. Et je pense que c'est encore très limité ce qu'ils ont fait. Nous devrons aller finalement beaucoup plus loin. Nous devons, au fond, réinventer quelque part notre agenda pour les années à venir. Un mot d'abord sur l'Allemagne.
Imaginez surtout qu'un parti social, un nouveau gouvernement au pouvoir, avec les sociodémocrates qui ont été responsables dans le passé pour cette politique de l'ouverture à l'Est, vis-à-vis à l'époque de l'Union soviétique et ensuite la Russie, ensuite mise en œuvre par les chrétiens démocrates également. Et vous avez aussi dans ce gouvernement les Verts allemands, incomparables aux Verts français d'ailleurs, qui se trouvent devant le choc énergétique parce qu'eux, ils ont rêvé à un moment que le gaz allait faire toute la transition énergétique, les départs du nucléaire, les départs du charbon vers les renouvelables, etc. Et l'image, je dirais, significative a été hier à la télé allemande, l'image de notre ministre de l'économie, Habeck, qui se trouve devant le cheikh Al-Thani, le grand patron du Qatar, un pays que les Verts allemands, pour des raisons de droits de l'homme, ont évité soigneusement jusqu'à présent, et envoyé le, le ministre de l'économie allemande qui est arrivé en demandant le soutien, en demandant pour le futur des livraisons de gaz liquéfié afin de quitter, avant de réduire d'abord et ensuite quitter cette dépendance de la Russie. Un peu un choc pour un verre, mais il l'a fait, il a, à mon avis, très bien exécuté. Et vous voyez en même temps une ministre allemande de la Défense, Madame Lambrecht, qui défend le paquet que le chancelier allemand avait, je dirais, préparé en grand secret, simplement en impliquant deux personnes, c'est-à-dire le chef des libéraux, Lindner, et le chef de la file des écolos, M. Habeck, pour annoncer une augmentation permanente du budget de la défense et en plus un fonds tout à fait particulier de 100 milliards pour équiper enfin l'armée allemande comme il faut. Vous voyez, on peut appeler ça un choc, un changement de temps, un changement des bases de la politique allemande des dernières années. Ça, c'est la base à partir de laquelle nous partons. En même temps, l'Allemagne reçoit, et je pense aujourd'hui le chiffre officiel est autour de 300 000 réfugiés ukrainiens. 300 000, tenez-vous bien. C'est beaucoup moins que la Pologne, mais ça va de soi. La Pologne devient le modèle de réception. Et chez les Allemands, ici près de chez moi, il y a la gare de Berlin où on a installé sous une tente un grand centre d'accueil pour ces réfugiés, pour les faire enregistrer et pour regarder avec eux où ils veulent rester, où ils veulent aller, ou comment veulent-ils continuer leur voyage. Ce sont surtout des femmes et des enfants. Ça, c'est un effort qui se passe. Les Allemands, et on pense immédiatement à 2015, où Mme Merkel avait indiqué cette fameuse phrase sur Wir schaffen das, nous y arriverons. Et maintenant, c'est la même situation. Et aujourd'hui, j'ajoute, il y a quelques heures, la ministre de la Défense a annoncé à Bruxelles que l'Allemagne formera, elle, toute seule, déjà, dans la première année, ce futur corps européen de réaction rapide de 5000 soldats en 2025. Vous voyez, beaucoup change, rapide d'une vitesse du jamais vu, ce qui, pour moi, le décisif, évidemment, quelqu'un qui a accompagné la politique étrangère, qui l'a regardé de près, qui l'a influencé, si vous voulez, c'est pourquoi avons-nous, dans toute l'Europe, pas seulement l'Allemagne, mais aussi bien la France, pourquoi nous n'avons pas remarqué ce changement progressif, substantiel de la Russie? Pourquoi nous avons sous-estimé ce président russe qui, jusqu'à un jour, agit? Et pourquoi? Cette question se pose. Évidemment, on dit on ne peut rien faire pour le passé, il faut agir pour le futur, d'accord?
Mais quand même, pour moi, c'est un certain choc aussi pour quelqu'un qui a agi avec les Russes jusqu'en 2002 en tant que haut fonctionnaire de cet État, en tant que quelqu'un qui a été impliqué dans la politique, et ensuite qui a observé la Russie pendant des années de près via ce que j'appelle l'économie française, en tant que représentant de Veolia, mais en même temps représentant du MEDEF. D'où pour moi, je suis toujours un petit peu sous le choc. Pourquoi nous avons laissé tomber pratiquement à partir de l'an 2001, on peut prendre cette date, c'est le 11 septembre, pourquoi avons-nous quitté totalement l'agenda que nous avions devant nous, un agenda européen, pan-européen, en y incluant les Russes, pour assurer une certaine structure viable de sécurité et de coopération en Europe. Pourquoi nous avons mis ça de côté pendant 10 ans pour se réveiller d'un jour par l'invasion de la Russie en Ukraine? Pour moi, cette question, je me la pose. Et évidemment, on commence lentement à chercher les coupables. Et en Allemagne, la presse ose maintenant même de parler sur la politique de Mme Merkel. Est-ce que c'est la faute de Merkel? C'était les titres de la Süddeutsche Zeitung il y a quelques jours. En tout cas, les Allemands commencent à réfléchir sur le passé, mais non seulement ça, ils agissent. Ils agissent en avant et jusqu'à maintenant, je dois dire sans aucune jalousie ni quoi que ce soit, ce gouvernement allemand agit bien jusqu'à présent. Je m'arrête là et peut-être on pourra ensuite, Eric, aller vers des questions plus spécifiques, si vous voulez. Voilà, je me remets sur le son. Oui, les questions spécifiques. On a déjà une. Voilà, il y en a une pour le moment qui est quand même très pointue. Voilà, donc. Pointue, avec raison. Oui. Et lui, il parle avec raison de cet aspect parce que lorsque vous regardez de près la structure des partis, surtout des Verts et des sociodémocrates, lorsque vous regardez la structure de la représentation au sein du Parlement allemand, vous devez constater que chez chacun, plus ou moins la moitié des députés est devenue très jeune, non seulement, c'est bien, mais en même temps sont des membres du Parlement nettement à gauche de la politique ancienne de Merkel et nettement à gauche, surtout, de cette politique que Scholz vient d'engager. La question, évidemment, c'est pourvu que ça dure, oui. Et il y a des premiers débats au sein des deux partis, oui. Mais je pense que Scholz est très pragmatique. On l'appelle aussi souvent celui des grosses Schweiger, il se tait plus qu'il parle, mais il agit ensuite. Il a décidé ça, et ça, les députés savent exactement si Scholz les laisse tomber ou laisse tomber cela, ce serait le désarroi total pour le Parti social-démocrate, mais aussi pour le Parti écolo. Je pense, c'est pour ça, Scholz et Habeck, les deux sont à la hauteur. Hein, et Habeck, évidemment, il avait un petit problème avec une dame, avec Madame Baerbock, qui est la ministre des Affaires étrangères, mais sachez simplement, c'est pas mieux qu'en France. La politique étrangère, les fondements de la politique étrangère et les orientations opérationnelles ne sont pas faites aux affaires étrangères, mais auprès du chancelier. Ça, c'est une première réponse. Et moi, je pense que l'Allemagne va tenir. Il va mettre en œuvre cette partie. Il y aura des débats, sans doute. Mais je pense que Scholz va tenir bon et mettre en œuvre la politique qu'il a voulu, qu'il a annoncée le 27 février au Bundestag. Moi j'ai une question
qui est évidemment qui est tout un programme. On sait que Schröder était à Moscou la semaine dernière. Oui. Est-ce que, puisqu'on parle toujours d'intermédiaires magiques, que ce soit les Israéliens, que ce soit les Indiens, que ce soit etc., quel peut être le rôle personnel de Schröder et a-t-il des moyens de pression que Poutine puisse écouter? Schröder n'avait pas de mandat de la part du gouvernement, ni du chancelier, ni du parti. Schröder est plutôt contesté au sein de son propre parti aujourd'hui, dont il avait pris certaines distances depuis pas mal de temps. Schröder a offert, semble-t-il, ses propres services pour essayer de convaincre Poutine d'arrêter l'invasion, d'arriver à cesser le feu. Il est allé via la Turquie à Moscou et il n'a pas eu de succès. Il est intéressant, il y a à peu près 3 mois, j'ai reçu à Paris un ami suédois, un des plus fins connaisseurs de Moscou que je connais, qui avait confirmé mon pronostic d'une invasion russe, du moins à l'Est, pour couper l'Ukraine en deux, sinon une guerre, mais qui avait un seul espoir, c'est Schröder. Et je lui dis, attention, où est l'impact Schröder? Schröder n'a pas la confiance du chancelier, Schröder est contesté dans ce pays, et l'influence vis-à-vis de Poutine est limitée quelque part. Du coup, Schröder, bien acceptant, il a essayé, il n'a pas eu succès. Mais qui peut influencer Poutine? Pour moi, c'est le grand point d'interrogation. Poutine, à mon avis, aujourd'hui, ne s'arrêtera pas avant le moment où il puisse dire à son peuple, évidemment dirigé, mon opération a eu du succès. Il n'y a plus de nazis en Ukraine. Ils se sont engagés à être neutres ou non alignés pour le futur. Il n'y a plus de danger de ce pays pour la Russie. C'est ça le moment crucial. Il y a en Europe peut-être un autre qui connaît bien Poutine, qui a tenu le contact dès le départ avec lui, qui parle aussi russe comme Poutine, qui est un Finlandais, c'est l'actuel président de la Finlande, Niinistö. Et Niinistö a annoncé qu'il allait aller à Moscou. Mais on lui a demandé s'il voyait des chances. Il dit, j'en sais rien. Je ne sais même pas ce que je vais dire à Poutine. Parce que là, il a dépassé toutes les lignes et je ne sais pas comment m'adresser, comment discuter ça avec lui. C'est pour moi le seul Européen qui, à côté de Madame Merkel, qui a une relation plus intime avec la Russie et qui comprend la pensée, qui comprend l'histoire, qui comprend ce qui pèse sur la Russie et sur Poutine. Merci, Joachim. J'ai une autre question. Comme tu le sais, on est en campagne électorale en France, donc on ne parle que d'un sujet qui est le pouvoir d'achat. Est-ce que ce sujet du pouvoir d'achat, qui est bien sûr autant d'actualité en Allemagne qu'en France, joue à l'heure actuelle un rôle important dans l'opinion? Oui, Monsieur le Président. Bon. C'est comme en France. Écoutez, il y a 15 jours, j'ai fait le voyage en voiture, Paris-Berlin. En France, j'étais encore à 2,20. En Belgique, si je ne me trompe pas, c'était aussi autour de 2,20, 130. Et j'ai fait le grand yeux lorsque je suis arrivé
parce que je dois prendre une fois en Allemagne l'essence, lorsque j'ai vu le prix à la pompe, 2,50. Ah oui. Évidemment, c'est aussi pour les Allemands un choc et il y a actuellement des réflexions au sein du gouvernement en cours. Que faire? Évidemment, il y a toutes les solutions, comme en France, sur la table. Jusqu'à maintenant, on essaye d'éviter de jouer sur les taxes. On fait des petits paquets pour le moment sur l'énergie, sur le prix de l'énergie pour des gens qui sont dans le besoin social. Oui, on le fait. Mais je ne pense pas que c'est le dernier mot du côté gouvernement. Ils vont réfléchir à d'autres mesures dans les semaines à venir. Euh, bon, mais est-ce qu'on sent une certaine agitation sociale comme c'est le cas en France? Moins, beaucoup moins, beaucoup D'accord. moins. Ce débat est beaucoup plus calme. Les Allemands savent très bien. Et ça, le gouvernement a annoncé. On va essayer d'être libéré du pétrole russe jusqu'à la fin de l'année par d'autres sources. Ça, ils arriveront. La même chose vaut pour le charbon, mais il reste surtout la dépendance en matière de gaz. On peut dire qu'autour de 60% du gaz allemand vient de la Russie par les différents par les différents pipelines qui arrivent sur le sol allemand. Et réduire, les Allemands ont annoncé maintenant, y compris les écolos, de construire un grand port LNG pour le gaz liquéfié. Ils espèrent avoir du Qatar et des États-Unis et peut-être d'autres, mais ça met minimum, je dirais, ça pourra marcher à partir de 2025. Oui. D'où l'objectif du ministre de l'économie qui dit: je ne peux pas vous assurer l'hiver prochain, c'est-à-dire l'hiver 2022-23, on aura réduit la dépendance, mais je ne peux pas dire aujourd'hui, mais on arrête. Ce serait de conséquences, je dirais, néfastes pour l'industrie allemande qui, en partie, travaille avec ce gaz. Je vous donne un exemple peut-être irréaliste pour un Français. La verrerie, l'industrie du verre, des bouteilles. En Allemagne, chaque bouteille en verre et chaque bouteille, de toute façon, est consignée. Vous rendez la bouteille au supermarché, et vous obtenez 5 cents ou 8 cents pour la bouteille, et à partir de là, le plastique est retravaillé, et aussi les bouteilles en verre sont retravaillées. Et on crée de nouveau des bouteilles. Or, cette industrie de verrerie travaille avec des grandes quantités de gaz. Alors, comment faire acheminer en Allemagne d'autres quantités de gaz par les réseaux européens? Peut-être on arrivera à augmenter la quantité de 10%, mais vous savez, en Europe, chacun regarde d'abord sa propre pompe, s'il en veut, regarde sa propre situation. Ça vaut pour les Belges qui pourraient livrer par Anvers, ça pourrait valoir pour les Hollandais qui livrent par les grands ports hollandais. La même chose vaut pour les Norvégiens, dont les quantités sont en train de se réduire. Mais ça vaut aussi pour faire passer ce gaz du sud par l'Italie, par le sud de la France ou même par l'Espagne. D'où la difficulté des Allemands de prendre congé progressivement du gaz russe. Et à partir de 2025-26, le ministre a mentionné 27 comme objectif. Jusqu'en 27, ils arriveront. Mais n'oubliez pas, il y a chaque jour que l'Allemagne paye aux Russes 200 millions de dollars. Ah oui, oui. 200 millions chaque mois. Hier soir, il y avait un grand débat à la télé allemande où une jeune germano-ukrainienne a dit, bien, il ne faut plus faire le virement, il faut garder cet argent sur un compte spécifique qui sera peut-être utilisé pour payer la reconstruction de l'Ukraine.
proposition révolutionnaire où la ministre allemande, écoutez, c'est pas faisable à court terme. Des députés de la majorité ont dit la même chose. Mais vous voyez le défi majeur devant lequel les Allemands se trouvent, c'est-à-dire une politique qui a été causée au départ par les Verts, par les écolos, Oui, oui, lors du départ de nucléaire en 99, ça fait maintenant 23 ans, annoncé jusqu'en 2020. Ensuite, Merkel d'abord avait timidement réfléchi de prolonger certaines un petit peu, d'une dizaine d'années. Et sous l'impression de Fukushima, elle a dit stop, elle a fait marche arrière, elle a confirmé les dates initiales du départ du nucléaire. D'où j'ai eu un débat avec quelqu'un qui était dans la négociation de cette nouvelle coalition et qui m'a demandé qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu nous proposerais. Je dis, mais prolonger l'existence des 4 centrales nucléaires de 10 ans, et comme ça, vous faites l'économie de construction de 6 nouvelles centrales thermiques à gaz, et vous pouvez sortir probablement plus rapidement du charbon. Et, et en plus, surtout, réaliser enfin quelque chose qui est bloqué par les États membres, c'est la réalisation d'un véritable réseau européen qui fonctionne et qui échange des quantités d'énergie dans la seconde. comme avec l'Espagne, par exemple. Comme avec l'Espagne, avec Perpignan. Et Est-ce ça, qu'on ne peut et pas ça, dire, et ça, Joachim, est-ce qu'on ne peut oui. pas dire qu'en fait l'Allemagne est un peu le dindon de la taxonomanie qui avait été discutée dans l'histoire? Les Français La avaient taxonomie, pour moi, taxonomie. je dirais, la taxonomie est une drôle de discussion quelque part. Oui. J'ai eu ce débat avec les militaires ici, avec l'industrie de défense. J'ai eu le même débat à Paris avec les banques. L'origine, c'est un débat, ce qu'on appelle ESG, en Europe, environnement social, Economic Social Governance, comme future directive pour les crédits et pour toute, je dirais, l'industrie bancaire. Et là, il y a un groupe de travail qui agit, qui n'a pas encore livré ses conclusions finales, qui est géré ou présidé par une Allemande qui représente les églises allemandes. D'où, je dirais, cette naïveté extrême. Le nucléaire n'est pas sustainable, n'est pas durable. La même chose vaut pour toute dépense militaire. Ce n'est pas durable, il faut abolir. Et avec cette idée circule depuis lors en Europe. Et ce qui est intéressant, qu'une des plus grandes banques françaises m'a indiqué, c'est choquant, on n'a pas encore les résultats définitifs, et même nos filiales l'appliquent déjà. Ils ont signalé à 2 grandes entreprises du secteur de la défense de ne plus accorder les crédits. Et en Allemagne, la même histoire est arrivée à Munich. Vous voyez, c'est un débat où, pour moi, nos chefs d'État et de gouvernement devraient taper de manière très dure et claire sur la table. Parce que tout projet de défense, c'est un projet à long terme. Ce sont des projets dont l'industrie a besoin non seulement des financements de l'État, mais aussi des financements privés. Et si Bruxelles nous impose tout d'un coup de prendre congé de ce financement, bien, on ne peut plus financer des projets militaires. Et la même chose vaut quelque part aussi pour le nucléaire. La Commission est en faveur, oui, elle l'a dit, et les Allemands, les Verts, ont indiqué à la Commission, nous sommes en désaccord de fond. Mais je ne sais pas ce qu'ils font. Lui, oui, cette dame représente les églises protestantes allemandes, mais elle parle aussi au nom des catholiques. C'est une NGO allemande qui travaille pour les deux. D'une naïveté extrême, s'il en veut, mais pour moi, les résultats est choquant. Et il est aussi choquant, c'est drôle, j'en ai parlé, pour ne pas la citer, à
à la Caisse des dépôts, dans un grand projet sur le financement à long terme. Il y avait un seul dans la salle qui était au courant. C'est un ancien banquier. Il le savait. Le reste m'a regardé avec de grands yeux, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, attention, on fait fausse piste là, vous devez vous arrêter. Et 8 jours après, je reçois l'information à Paris qu'une filiale d'une banque de l'État français a déjà appliqué ces normes. Et en même temps, j'ai eu la même nouvelle de Berlin qu'une filiale en Bavière a fait le même coup. Pour moi, c'est choquant, quelque part. Nous devons revoir, je pense, l'agenda et surtout la mise en œuvre à cet égard. Là, on parle de problèmes un peu à moyen terme, mais à court terme, est-ce que l'industrie qui est pas la plus touchée en Allemagne, ça n'est pas l'industrie automobile? Parce que Si, on est touché, attention. voilà, parce Attention. que je pense surtout aux traits, aux approvisionnements, aux chaînes d'approvisionnement à partir de l'Ukraine. Je pense Oui, surtout oui. aux boîtes de vitesse, etc., qui sont des parties très vitales des véhicules et en particulier des gros véhicules allemands. Comment réagit l'industrie allemande, l'industrie allemande de l'automobile à l'heure actuelle? L'industrie allemande de l'automobile a des problèmes de livraison. Où il y avait avant une livraison en 4 semaines, maintenant c'est 5 à 6 mois, à 8 mois. Parce que des pièces manquent. Ce sont des pièces évidemment qui viennent de Chine, oui, Oui. parce que aussi les Chinois réorientent leur économie. Mhm. Et la même chose vaut pour les Allemands, par exemple pour l'Ukraine. Audi, par exemple, a des livraisons d'Ukraine ils disent, nous les assurons, on fait tout et ça marche, plus ou moins. Mais Volkswagen, Mercedes, d'autres ont des problèmes, je dirais, de la même nature. De la même nature que les autres. Et ça, compte tenu de la puissance de l'industrie automobile allemande, comment imagines-tu que l'économie allemande puisse le supporter? Elle doit les supporter. Elle n'a pas de choix, l'industrie allemande. L'industrie allemande, elle n'a pas de choix à cet égard. L'industrie allemande doit s'adapter dans la situation donnée et doit essayer et là je parle autonomie stratégique, fameux sujet, qui voit une de ces applications, dans quelle mesure pouvons-nous dépendre de livraison de pays tiers ou est-ce qu'il ne faut pas assurer plus la production de certaines pièces, je dirais, clés, soit d'une voiture, soit d'une machine, etc., au sein de l'Union européenne, pour éviter de telles situations. Et Sur la question d'ailleurs de lui, CMT, ça ne me dit rien. Moi, je l'ai lu dernièrement. C'est une dame, j'avais lu un article sur la dame et je l'ai pas devant moi. J'arrive pas à trouver comment elle s'appelle et quelle est l'organisation exacte. Pardon. On va peut-être finir en tous les cas, consacrer la dernière partie de notre entretien un peu à la sortie de crise. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux préciser tes idées sur les différents scénarios vus du point de vue allemand? Peut-être un mot avant sur les fameux 100 milliards qui ont Oui, fait beaucoup de bruit à Paris oui, et surtout l'annonce de la ministre allemande d'acheter 35 F-35 des Américains. oui, La ministre a dit finalement, on s'est décidé en faveur des F-35 parce que c'est un des meilleurs avions qu'on appelle la 5e génération des jets qui est sur le marché.
que d'autres armées de l'air européens vont utiliser ou ont commencé à utiliser, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et même des pays nordiques, même ou l'Italie. Du coup, nous aurons en Europe à court terme, moyen terme, un avion américain, nous aurons un avion européen, l'Eurofighter, et pour le futur, à partir de 2040, et ça, elle a réassuré, nous aurons FCAS. Voilà, OK. Le projet franco-germano-espagnol du futur, mais là, j'avoue que l'ambiance est imprégnée entre Berlin et Paris plutôt par le soupçon et l'insécurité. À Berlin, beaucoup de monde avec qui j'ai parlé suppose que Dassault va se retirer en tout cas parce qu'ils ne veulent pas être un coopérant à cet égard, ils veulent faire ça tout seuls, comme dans le passé, avec une, je dirais, force de chantage beaucoup plus forte vis-à-vis de l'État français. Et ils ne veulent pas être pliés et travailler avec deux Airbus, Allemagne et Espagne. Ils veulent garder un leadership entier. C'est pour ça le soupçon à Berlin. Et à Paris, on dit oui, mais si vous achetez la F-35, cet avion, le F-35, cet avion, c'est tout un système en réalité. Et ce système implique une compatibilité qui n'est pas encore donnée avec des systèmes existants en Europe et avec un futur système franco-allemand. Et ça, on ne souhaite pas trop partager. C'est un débat que nous avons devant nous, mais la ministre allemande, d'ailleurs comme M. Scholz, les deux ont indiqué clairement nous allons réaliser FCAS. Ça, c'est pour que vous sachiez. Évidemment, cette annonce de Scholz a dérangé quelque part les préparatifs de la présidence française de Versailles. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi cette réunion informelle est restée à Versailles, pourquoi, vu les circonstances, on n'est pas allé à Bruxelles. Et surtout, pourquoi il fallait faire la conférence de presse dans la salle des batailles. Je me demande, et je mets ça de côté, mais la France avait l'espoir qu'il y aurait une percée pour un nouveau fonds européen post-Ukraine pour accompagner l'économie allemande après les 750 milliards, un autre paquet de ce genre. Or, tout d'un coup, arrivent les Allemands qui annoncent 100 milliards pour l'armée allemande. Et pas de réponse aux Français, plutôt un refus. Et je pense si un Clément Beaune avait bien préparé cette réunion du 10-11 mars, il aurait évité cette ère de défaite pour Macron. Mais ça, c'est à lui de décider, c'est à lui de voir. En tout cas, les signaux ici à Berlin étaient très, très clairs. Un tel fonds, ce n'est pas mûr. La réflexion n'est pas du tout avancée. Pour le moment, chacun se débrouille à sa façon. Le ministre des Finances a annoncé un budget où il dit ouvertement, c'est un budget dans l'air, totalement provisoire. Il se peut qu'en 3 mois, je dois revoir totalement mon budget, je dois voir ce que je ferai. Et budgétairement, il y a d'abord une responsabilité vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis de mon gouvernement, vis-à-vis de mon Parlement. Et ensuite, on peut réfléchir sur beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas mûr du tout. C'est-à-dire cette idée assez forte de la présidence française, bien, il faut la revoir plus tard à un autre moment. On verra. Pardon. Oui. Donc, j'ai expliqué ça un petit peu. Oui, non, mais En tout cas, raison. Eric, garde aussi en tête un aspect. Aujourd'hui, lorsque tu prends les budgets de défense, la France et l'Allemagne, la France est autour de 40, l'Allemagne est 50. Pourquoi la France que 40? La France n'a pas les retraites. Dans les 50 milliards du budget allemand, il y a les retraites, autour de 10 milliards pour le passé. D'où un budget quelque part comparable. Ouais.
qui n'est pas comparable, c'est le budget d'investissement au sein de ce budget. La France a, si je ne me trompe pas, des investissements autour de 15, et les Allemands autour de 8. Oui, oui. L'Allemagne, je dirais, se trouve dans une situation de procurement pour l'armée, je dirais, qui est, je dirais, désespérant quelque part. Il y a des difficultés depuis des années et aucun ministre, il y a un seul ministre qui a essayé de changer, échec en grande partie, et d'autres ministres n'ont même pas essayé. C'est-à-dire débureaucratiser le procurement de l'armée, avoir d'autres procédures, évidemment compatibles avec le droit européen, etc. PP. Ça va de soi, de grandes difficultés. Et le rêve, au fond, c'est d'arriver à un autre budget d'investissement. Mais imaginez demain, le budget réel de la défense allemande n'est pas 50, mais 70. Quelle sera l'ambiance en Europe face à cette situation? Il y a un an, je pense, tout le monde aurait crié le réarmement de l'Allemagne, ils veulent de nouveau faire tout seul, etc. Je pense aujourd'hui, ce sera un débat plus calme, mais attention, tout le monde n'aimera pas un tel budget. Ce sera assez psychologiquement assez difficile pour le gouvernement allemand de défendre cette idée 50 plus 20 chaque année pendant 5 ans pour des investissements importants. On verra. Tu dis ça vis-à-vis de son opinion publique ou vis-à-vis de l'opinion européenne? Vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis de l'opinion européenne. Vis-à-vis des deux. D'accord. Ouais, je m'arrête là. Mais c'est sûr que c'est une annonce qui a quand même scotché tout le monde. Hein. Oui, évidemment. Évidemment. Et les calculs, je sais que des calculs ont été faits dans un cercle très restreint par les chefs de l'état-major de l'armée allemande, transmis au chancelier, et il n'a pas du tout informé son hiérarchie. Hein. Parce que le chiffre, qu'est-ce que vous avez besoin d'urgence dans les années à venir, hein? C'est simplement dans ce poste de 100 milliards, il y a 20 milliards de munitions. Munitions, petits missiles, etc. L'armée allemande est actuellement, on dit ça, bedingt abwehrbereit. Elle peut se défendre de manière limitée, actuellement. Et elle est en mauvais état, mais ce n'est pas nouveau, c'est depuis maintenant une quinzaine d'années le cas. Ils ont recommencé à introduire plus de moyens depuis peu de temps. Finalement, depuis Kram-Karrenbauer, maintenant stabilisé autour de 50, oui, sous l'impression de l'Ukraine. Mais ce sera un des changements les plus profonds en Allemagne des dernières années. Joachim, on parle des fameux missiles supersoniques russes. Est-ce que c'est un projet qui est dans les cartons ou qui est encore… Dans les cartons des Américains, oui. Non, mais pas des Européens. Non. Les Européens auront un petit problème en quelques années. Et là, je suis un tout petit peu sarcastique. Parmi les projets décidés en 2017 entre Mme Merkel et M. Macron, il y avait, je crois, 6 ou 7 projets. Il y a un seul qui est sur la bonne voie, c'est l'Eurodrone. L'Eurodrone sera réalisé par l'Allemagne et la France, l'Italie et l'Espagne. Très bien. Et un des spécialistes dans ce domaine m'a dit simplement, écoute, on aura d'ici 5 ans un drone européen qui fait moins que le Reaper américain, qui est l'actuel américain, et surtout qui coûte exactement 20 fois ce que coûte le drone turc, qui a des succès extrêmes en Ukraine contre les Russes.
C'est ça notre problème un petit peu européen, si vous voulez. Parce que chacun ajoute son grain de sel, chacun ajoute ses prérogatives. Ensuite, on a le cumul d'un projet conçu pas d'une main, mais de quatre mains, hein, avec des spécificités industrielles de l'un comme de l'autre, parce qu'il veut occuper son industrie. Et les militaires de chaque côté, chacun a sa propre idée. Et tu as un appareil complexe à la fin qui est très cher, beaucoup plus cher ce que ça vaut, et qui est moins efficace que d'autres fabriques. Mhm. Ça, il faut revoir non seulement tout le procurement allemand, il faut revoir ça à l'échelle européenne aussi. Allez, c'est encore. Donc, revenons à cette question de la sortie de crise, dans la mesure où l'Allemagne a quand même un effet de levier assez important sur la Russie à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle puisse peser sur une solution ou une autre de sortie de crise? Contrairement à ce que tu entends souvent, je pense que le levier allemand est extrêmement limité, comme le levier français. On avait l'impression qu'il était plus important ou plus Bon, redoutable. je pense aussi, c'était une pensée initiale que, suivant les objectifs de guerre de Poutine, les Allemands pourraient avoir un certain levier. Mhm. Et je pense que ce levier, aujourd'hui, est très, très limité. Parce que Alors, Poutine, qu'est-ce qu'il veut? Et c'est de plus en plus clair, il veut dénazifier l'Ukraine et il veut ce qu'on appelle un regime change. mhm. Il n'a pas envie de négocier ou de faire une négociation finale avec Zelensky, du tout. Son rêve a été que Zelensky soit mis de côté et qu'il y aurait un gouvernement plus ouvert à la Russie au pouvoir. Un parlement, oui, c'est un luxe, pourquoi? Non. Et je pense qu'il veut cela. Et c'est pour ça qu'il applique la même méthode quelque part qu'il a appliquée en Tchétchénie il y a 10 ans. C'est-à-dire bombarder, essayer de démoraliser totalement Terrorisé, la oui. population civile, Mhm. même si l'armée rouge a beaucoup plus de pertes qu'il a imaginé, ça compte pas. Démoraliser le pays, le pousser je dirais, jusqu'à la capitulation, quelque part. Et je pense, la guerre, j'ai lu beaucoup d'analyses sur l'état réel de la guerre. Certains disent que la guerre est pratiquement gelée. Ni l'un ni l'autre a la force de changer profondément la situation. C'est un pacte sanguin. Et militairement, ni l'un ni l'autre peut gagner. Certains font des comparaisons déjà avec Verdun et la Somme. Hein. Et Poutine, jusqu'à présent, encore aujourd'hui, son porte-parole a clairement indiqué non, pas de cessez-le-feu, pas de négociation finale au niveau du président. Il veut d'abord les résultats offerts sur un plateau d'argent par l'Ukraine et ensuite il veut avoir le pouvoir de dire oui, non, j'accepte ou j'accepte pas. Mais ça, et il y a un grand souci déjà maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Moi j'ai aucun pronostic pour le moment sur le résultat. Est-ce qu'il va vouloir céder à un certain moment, accepter un cessez-le-feu, accepter ce que j'ai esquissé le 10 février dans le monde avec Nicole Knesotto, c'est-à-dire une neutralisation de l'Ukraine, une garantie de son territoire,
une, une structure étatique de l'Ukraine confédérale, surtout avec l'Est, et une association, disons, légère à l'Union européenne et à l'Organisation économique à l'Est. Et évidemment, pour Poutine, aujourd'hui, il y a 3 menaces contre l'existence ce qui est intéressant, menaces contre l'existence de la Russie. Un, c'est l'Ukraine. Deux, c'est l'Europe. L'Europe pour lui. Et trois, les États-Unis. C'est pour ça qu'il essaye de neutraliser dans la mesure du possible les Chinois, auxquels c'est son allié à première vue, mais de l'autre côté, les Chinois ne veulent pas se mêler trop. Un de mes étudiants m'a lu aujourd'hui la dernière déclaration de ce matin du ministère des Affaires étrangères de la Chine, hein, qui est d'une neutralité avec l'espoir de cesser le feu rapide, d'arrêter la perte humaine, etc. Les Russes et les Chinois ne se sentent pas bien là-dedans. Et un Poutine, jusqu'où ira-t-il? Où va-t-il s'arrêter vraiment? J'ai devant moi plus de points d'interrogation. Le reste serait ce que j'appelle du blabla d'une discussion typique à la parisienne ou à la berlinoise. Mais Et, est-ce que... et en Oui. plus, ce qu'il attend de nous, parce qu'il se méfie de nous, profondément, c'est une offre sur des négociations d'une future structure pan-européenne de sécurité. Nous avons discuté il y a 30 ans. C'était l'idée de développer plus loin l'OSCE, peut-être avec un Conseil de sécurité européen, où les Russes sont pleinement dedans, parce que les Russes, pour eux, leur premier interlocuteurs sont les États-Unis, et à un niveau plus bas, les Européens, et auprès des Européens, bien, il ne reconnaît que les grands. Il ne reconnaît pas du tout les petits. Pour lui, c'est égal. C'est bien aux Français et aux Allemands de s'occuper d'eux. Il a cette conception de l'Europe qui est totalement différente à la nôtre. Et l'opinion publique russe en Allemagne, est-ce qu'on nourrit encore des espoirs de ce côté-là, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer, opinion publique d'ailleurs, pas que opinion publique, aussi l'opinion de l'armée, l'opinion des corps constitués, est-ce que d'une façon ou d'une autre, les Allemands placent leur espérance dans un changement de ce côté-là? Je dirais pour le moment non. Les Allemands ont évidemment lu ce que Khodorkovsky a dit au Financial Times les derniers jours, que Poutine va tenir le coup encore 2 ans, max. Et que ensuite, ce sont les Siloviki, c'est-à-dire l'appareil de sécurité, qui va introduire un changement. Mais vers où, vers qui et comment? Et la Russie est gouvernée par une petite caste où il y a plus de yes ministers ou yes men ou women qu'on imagine, où une grande partie de la population n'est même pas informée de la réalité, où peut-être une petite élite aimerait bien vivre en paix et en prospérité et en coopération avec nous, mais ce sont 5 à 10% de la population, pas plus. Et d'où un petit peu ce que j'appelle la perte allemande de l'illusion. Les Allemands ont toujours eu une certaine relation avec la Russie dans le passé, même des relations, je dirais, des dynasties, jusqu'au 19e siècle, toujours existé, une certaine compréhension,
pour la Russie, pour son histoire, pour sa littérature, pour sa culture. Hmm. Mais là, même, je dirais, l'allemand bienveillant est sous le choc. Même nos communistes allemands ont dû, je dirais, faire à 50% marche arrière vis-à-vis de Poutine. Hmm. Mais Étonnant. ce qui m'étonne beaucoup, enfin, bien sûr, moi, j'ai voyagé en Russie il y a très longtemps maintenant, mais à l'époque où je voyageais en Russie, où je travaillais avec la Russie, il y avait une dépendance considérable de l'économie russe vis-à-vis de l'économie allemande, au travers des équipements Hmm. et au travers de la maintenance. Oui, Donc, je me. Enfin, alors, bien sûr, ça, c'était il y a 30 ans. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais ce que je me dis, c'est que si les équipements sont obsolètes ou sont démodés, il y a d'autant plus de dépendance vis-à-vis d'une maintenance qui vient d'Allemagne ou de services qui viennent d'Allemagne. Qui leur oui, donne ces services aujourd'hui? personne. Il y a des Allemands qui se retirent progressivement de la Russie. Il y a, par exemple, je donne le chiffre, il y a 3650 entreprises allemandes qui ont une représentation à Moscou. Il y a à peu près 40 000 entreprises allemandes qui ont des relations commerciales avec les Russes. Le volume d'exportation des Allemands vers la Russie, 2021, 26 milliards. Les Allemands sont numéro 4. Combien de jobs en Allemagne dépendent des Russes? À peu près 280 000. Ce sont des chiffres impressionnants. Hein. Ça, c'est la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, mais je pense aussi à la dépendance de la Russie vis-à-vis de l'Allemagne pour l'entretien et la maintenance de ces équipements. Évidemment, 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 c'est pareil. Et jusqu'à maintenant, je ne vois pas un modèle économique en Russie qui arrive à atteindre, disons ça, la même chose que la Pologne a atteint en 30 ans. Il n'y a pas eu d'amélioration de la situation économique en Russie depuis 1990, disons. Oui. Et je sais, Moscou est devenu plus propre, Saint-Pétersbourg pareil, mais il n'y a pas eu un miracle économique comme en Chine ou comme en Pologne. Par exemple, pour l'Ukrainien, et ça, j'ai entendu assez souvent, le modèle pour l'Ukrainien moyen, c'est la Pologne. Parce qu'il y a 1 million d'Ukrainiens qui travaillent en Pologne depuis maintenant quelques années, et ils reviennent et disent, ils décrivent la Pologne. Et on voudrait atteindre la même chose. C'est ça le rêve européen aussi, quelque part. C'est la même prospérité, le même progrès social chez eux comme chez les voisins. Et surtout présent, c'est surtout présent à l'ouest, qui est assez proche des Polonais. Mais je dirais, c'est presque pour moi tragique pour la Russie, qui a, avec la fin du communisme, la fin du système soviète, est passé par une dizaine d'années de transition, disons, malheureuse, où des oligarches se sont enrichis, mais le peuple russe n'a pas gagné. Le peuple russe, même ensuite, Poutine arrive au pouvoir. À l'époque, il y avait 2001, 2003, il y avait l'espoir d'un accord avec l'Union européenne, un accord de coopération, échange libre, etc. Les Russes rêvaient même à l'époque d'adhérer, de faire une association à l'UE, même une adhésion. Je connais un Français devant lequel Poutine a dit clairement, à long terme, en devenir membre de l'Union européenne. Modèle de prospérité, quelque part. Mais pas un modèle de défense, modèle de prospérité. Et qu'est-ce qu'il a atteint depuis lors? Rien. Il y a eu à l'intérieur toutes les difficultés,
il y a les difficultés de Tchétchénie qui ont freiné tout le système. Il fallait augmenter les dépenses militaires. À cause de ça, l'insécurité vis-à-vis du Sud, c'est-à-dire direction Iran, etc. Et en plus, n'oublie pas la peur des Chinois. Mhm. Oui, bien sûr. La peur, il y a aujourd'hui en Sibérie à peu près 1 million de Chinois, et contrairement aux Russes, ils transforment, ils travaillent et transforment. C'est-à-dire le système économique n'a pas fait de progrès sensible depuis Et si lors. c'est le cas, Non, Joachim, si c'est le cas, l'économie russe peut-elle s'effondrer? Parce que un, une économie qui est vulnérable parce que depuis 30 ans, elle a des équipements qui sont obsolètes, elle a une logistique qui est entièrement dépendante de la logistique allemande. Je me souviens avoir travaillé avec Kuehne Nagel, qui était extrêmement présent dans toute la Russie. À partir du moment où la logistique ne fonctionne plus, les équipements ne sont plus entretenus, comment le pays peut-il envisager de continuer à fonctionner? Et la question, c'est à quelle échéance? oui. Il ne faut pas essayer de comparer la Russie à nous. Chez nous, tu pourrais faire un certain prognostic. Jusqu'quand notre économie pourrait tenir le coup. Mais là-bas, le Russe est habitué à souffrir. Ah oui. Le Russe est content finalement de trouver quelque chose à manger, d'avoir un logement et d'être chauffé. Mhm. Et c'est l'État qui s'en occupe. Mhm. Et les recettes de la Russie, maintenant, 50% proviennent du gaz, du pétrole. Mhm. Il ne peut pas livrer plus aux Chinois parce que les pipes ne peuvent pas prendre plus. Et en tout cas, l'économie russe est sévèrement touchée par les sanctions. Ça oui, mais le russe supporte, avale quelque part. Et il n'y a pas une ligne économique chez eux qui dit, mais on fait le plan suivant, on va adapter, moderniser l'économie, modèle, je dirais, français ou allemand ou n'importe quel, et on va moderniser le pays, on va l'ouvrir, etc. Non. Le Russe a peur d'être encerclé. Cette paranoïa est très profonde, de l'encerclement est très profonde auprès des élites russes. Sauf parmi ce que j'appelle les nouveaux riches. Les nouveaux riches, tu les vois ici à Berlin, hein, comme à Paris. Ils achètent des appartements ici comme ailleurs. C'est pas comme ça. Hein. Ils sont internationaux. Hein. Mais le gros de la population n'a pas les mêmes moyens d'information. Moi, j'ai un certain espoir. Et il y a, pour moi, en Allemagne, un seul quotidien qui informe vraiment bien, qui a des informations de fond, c'est la Frankfurter Allgemeine. Elle fait ça bien, même dans leur service Internet. Et il y a en Russie une organisation, c'est l'Association des maires des soldats russes. Mhm. Et de là viennent les premières informations sur l'état réel des troupes. Cette présidente n'ose pas aller trop loin, mais un Poutine n'ose rien faire contre elle en même temps. Mhm. Et ce qui, pour moi, ce qui a été le choc, c'était, je ne sais pas si vous avez vu ça, que toute armée russe est accompagnée par un crématorium Mhm. mobile. Mhm. C'est-à-dire ils ne veulent pas reprendre les morts en Russie. Comme ça, ils peuvent cacher des chiffres. Le russe parle aujourd'hui de 517, si je ne me trompe pas. Et ça, c'était il y a presque un mois, oui. Non, non, mais ils parlent toujours de 517 morts, hein, et les Ukrainiens parlent, je ne sais plus, de 12 000, 15 000. Hein.
Mhm. Probablement un chiffre entre les deux est correct. Et, Mais ça peut faire beaucoup de remous dans la société russe. oui. Parce que là, les gens se parlent. Hein. Voilà, exactement. Lui a raison. Cette association avait été créée après la première guerre de Tchétchénie. Hein. Oui. Ouais, exactement. Mhm. Et ça, elle a de l'influence. Mhm. Mais l'armée, quelque part, est dépolitisée dans le sens qu'à côté de chaque officier, on a quelqu'un de la sécurité. On essaye d'éviter. La société russe est assez contrôlée en ce sens. Et je sais et ça, là est l'espoir de certains à l'Ouest qu'à un certain moment, un certain nombre de Ziloïki aient la conviction que Poutine nous amène à l'enfer, il faut l'arrêter. Ça oui, mais je ne sais pas si un tel groupe existe ou si un tel groupe a un plan et s'il arrive à l'exécuter. Là, c'est le russe pense différemment. Évidemment, pour les premiers partenaires pour eux, c'est l'Allemagne, surtout, tu as raison, dans leur équipement, oui. Cet équipement va tenir encore un certain moment. Ensuite, il faut le réparer, il faut le refaire, etc. Mais de l'autre côté, Eric, tu as vu le missile supersonique, Mhm. un développement que la science et l'industrie russe ont réussi, où les Américains ne sont pas aussi loin. Mhm. Oui. Et ça, c'est leur fierté, eh bien, on leur montre on est mieux qu'eux. On les Oui, fait souffrir. ou dans le spatial d'ailleurs. Hein. Ou dans le spatial, oui, Oui. oui exactement. Oui. Et ça, prognostic, l'ancien saqueur de l'OTAN avait fait le pronostic 20 jours. Jusqu'à 30 jours, entre 20 et 30 jours, et les Russes vont s'arrêter. Mhm. Je n'y crois toujours pas. Oui. Malgré les pertes, je veux qu'il y ait l'impression qu'ils veulent faire plier. À mon avis, les Russes ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec Odessa, parce que Odessa est d'une valeur symbolique très, très élevée, même auprès des Russes. Mhm. Je dirais russo-ukraino-juifs. Hein. Odessa avait une importance même dans la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis. Mhm. Et ils ne savent pas ce qu'ils doivent. Ils veulent contrôler la côte, OK. Hein, toute la côte en mer Noire, oui, jusqu'à la frontière de la Roumanie. Hein. Que vont faire les pauvres Moldaves? Hein. Ils ont un petit port au bout de leur pays, sur la, qu'est-ce que c'est, la Volga. Mhm. Et c'est tout. Hein. Où ils exportent, où ils importent. Hein. D'ailleurs, c'est un port même financé par la BERD, par la Banque européenne de développement de Londres. Mais est-ce que les Russes vont l'attaquer? Ils ont 3000 soldats, ce petit pays. C'est tout. Ils ont un avion de transport, c'est tout. Pas d'avion de chasse, pas de missiles, rien. Est-ce que les Russes vont l'encaisser en passant? Est-ce que et les Ukrainiens ont beaucoup peur à ce que les Bélarusses entrent, que Poutine oblige Loukachenko d'intervenir, Je, même je, si l'armée n'est pas bonne, etc. on terminera peut-être par ça. Est-ce que la crise alimentaire qui se profile, Eric, oui, j'aurais voulu intervenir. oui, bien sûr, vas-y, vas-y, mon cher ami. Bon, bonsoir Joachim. Bonsoir. Je voulais dire deux choses ou trois, peut-être un peu en me dégageant un petit peu des éléments de fait. Je pense que cette action russe est extrêmement dangereuse pour l'Union européenne. Oui, d'accord. Et,
et que pour les Allemands, ça doit être une épreuve assez terrible, parce qu'on voit un homme qui se comporte comme Hitler en Pologne en 1939, et je pense que les Européens ne vont pas tolérer longtemps de compter les points, compter les morts. Et qu'à un moment donné, peut-être les Américains aussi, parce qu'il y a des nazis aussi en Amérique. Il y en a en Angleterre aussi. C'est donc extrêmement dangereux. On voit un homme comme M. Poutine, on s'aperçoit que finalement, il était un peu comme Hitler une fois qu'il a été gazé à l'hôpital lors de la signature du traité de Versailles. Il n'a pas admis l'effondrement de la Russie soviétique et de l'Empire soviétique. Il a fait sa petite histoire, il a réussi, et maintenant il met en œuvre un plan qui s'agit manifestement, avec des actions contraires au droit international qui sont des actions de crimes de guerre, peut-être même contre l'humanité. Si on voit le film La nuit des généraux, la liquidation du ghetto de Varsovie, eh bien ça ressemble image pour image à ce qui s'est passé. Sauf que les Allemands, enfin l'armée allemande à l'époque était entrée dans la ville et nettoyait au lance-flammes et aux bombes avec les tanks. Ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on voit que les Anglais sont partis. Donc, on a ce phénomène de nationalisme qui est rené un peu chez nous. En Allemagne, 100 milliards pour acheter des armes. Mais alors, en même temps, il y a des projets d'armée, de défense européenne, ce qui veut dire des projets d'armée européenne. Alors, si chacun joue dans son coin, on va vers une dislocation, effectivement, potentielle de l'Union, provoquée par des Russes qui, peut-être qu'il leur suffit ils sont orthodoxes. Donc, ils ont effectivement une mentalité un peu différente de nous autres, plus à l'ouest. Et le fait d'être content d'avoir à manger, bon, je pense qu'au temps des tsars, les guerres napoléoniennes, ça a été contre la Russie aussi. Hein. Enfin, la Russie, à l'époque, enfin, ils étaient riches, c'est un pays riche. Donc, je pense que quand même, la grandeur, n'est-ce pas, regardez le palais présidentiel à Saint-Pétersbourg, ça c'est plein de dorures partout. Enfin, il y a quand même il y a de la richesse ou un désir de richesse manifeste. Et je pense que nous devons très prosaïquement essayer au contraire de resserrer les liens d'union et de continuer à travailler sur les institutions, parce que l'armée, ça marche avec les institutions. Tant qu'on n'a pas un président permanent de l'Union, je ne pense pas qu'on puisse avoir une armée. Donc, je pense, voilà ce que je voulais dire en réaction. Les Allemands ont-ils ce sentiment un peu comme le mien Donc, Yves, les dangers, c'est vicieux, quoi, cette histoire. La question, c'est est-ce que ça va accélérer l'évolution vers plus de souveraineté européenne? Oui, est-ce que les Allemands, pour une fois, j'allais dire, bon, je ne sais pas, c'est peut-être pas très gentil, mais parce que nous en France, on perçoit l'Allemagne comme un pays plus grand que le nôtre. Donc, bon, on a tendance à dire un peu les Allemands, ils jouent un peu leur jeu à part. Et là, est-ce que justement, ce ne serait pas le moment d'en profiter pour se rapprocher encore avec une union encore plus étroite? Yves, votre crainte d'une dislocation de l'Union européenne, je la vois également. Et parce que, pour moi, il y a d'un côté une urgence de gestion de crise qui ne marche pas si mal que ça. Je suis étonné jusqu'où les Européens sont allés, ce qu'ils ont fait ensemble.
Et de l'autre côté, l'urgence, c'est quelque part la consolidation de l'Union européenne. Pour moi, surtout la consolidation. Et lorsqu'on mentionne l'aspect de défense, pour moi, je défends cette idée depuis une dizaine d'années et en France, certains me suivent, surtout des militaires. Il faut un véritable agenda pratique entre Européens, peut-être entre un groupe de pionniers européens, pas tous, pour renforcer la coopération, pour renforcer la compatibilité d'une armée avec l'autre, pour vraiment pouvoir travailler ensemble, y compris dans le secteur de l'armement, renforcer à cet égard, créer un état-major européen, ce sera fait. À mon avis, maintenant, ça marchera. Mais c'est un agenda pour moi extrêmement pratique en matière de défense. Nous devons décrire les priorités et ensuite dire au ministre de la Défense, vous exécutez. La même chose vaut pour la politique étrangère. Fixer enfin des priorités sensibles de cette politique, que chacun comprenne. 3, nous devons regarder de nouveau, ex ovo, notre dossier que j'appelle de survie de l'économie européenne et de notre système. Parce que la situation est finalement beaucoup plus complexe que l'on pense. Les réactions chinoises, leurs changements, l'évolution en Asie du Sud-Est, de l'autre côté américain. Qu'est-ce qu'on fait si on attrape de nouveau un Trump? Je pense que le danger est plus grand, devenu moins grand aujourd'hui, mais quand même. Et c'est la survie de l'économie européenne, la survie de notre recherche, la survie de notre modèle, y compris ce que j'appelle l'autonomie stratégique, sans vouloir être protectionniste en même temps. C'est un grand, on peut y ajouter la politique énergétique. Je vous ai mentionné un petit dossier qui me fait un petit peu désespérer, où je voudrais voir des progrès qui sont réellement possibles. Si on mettait de côté nos sociétés de distribution en Europe pour avoir un véritable marché, ça pourrait aider. Il faut, dans le temps à venir, repenser un certain nombre de politiques, se concentrer sur l'essentiel. Et de temps en temps, j'ai le petit rêve, qui est peut-être très allemand. C'est un programme européen en 10 points, à réaliser avec des dates précises, pour consolider l'Europe telle qu'elle est, piloté par un groupe de pionniers. Voilà, ce serait ma réponse pour le moment. Est-ce que tu crois, on doit annoncer la boussole stratégique la semaine prochaine, hein, si tu te souviens bien, il y a le G7. Enfin, bon. J'espère que le papier s'est amélioré profondément. Bon. Bon. Et alors, le dernier point, parce qu'on ne va pas te garder jusqu'à tard dans la nuit, je voulais parler de la pression que peut exercer la crise alimentaire qui se profile. J'étais hier avec des Libanais. Le Liban est un des pays. Le Liban, c'est un petit pays, ça n'est pas l'Égypte, mais le Liban, à l'heure actuelle, est virtuellement en situation d'insuffisance alimentaire. Oui. Alors, j'imagine qu'un pays de 80 millions d'habitants comme l'Égypte doit être dans une situation qui peut devenir rapidement dramatique. Oui. Dans ces cas-là, que va faire la Russie si elle est mise au banc de l'humanité comme étant responsable d'une crise alimentaire sans précédent? Chers amis non russes, mettez-vous ensemble pour lutter de manière aussi efficace que possible contre ces crises. Nous nous affolons facilement en Europe lorsque je vois, par exemple,
dans certains rayons en Allemagne, certaines huiles, on ne trouve plus. Hein. J'ai lu aujourd'hui qu'on aura un problème de moutarde et d'autres produits alimentaires. Ça, pour moi, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de se mettre ensemble pour voir vraiment où il y a des dangers et qu'est-ce qu'on peut faire, et rapidement. Et nous étions toujours des exportateurs, nous, les Européens. Oui, oui. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Allemagne, aujourd'hui. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, si tu regardes un pays justement comme le Liban, je crois que 60% ou 65% de leur approvisionnement en blé vient d'Ukraine et de Russie. Oui, je sais. Je sais, il faut voir avec eux directement qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager, pour réduire. Évidemment que chacun fasse un petit peu aussi ses efforts chez soi. Hein. Ça vaut même pour le Liban. Ok. Écoute, je te remercie. On refera bien sûr un point sans doute à la fin de la présidence française, sauf si les événements exigent qu'on demande tes éclairages. Voilà. Donc, on te remercie infiniment pour ton temps et ta perspicacité. Toujours avec plaisir.